Bonjour à toutes et à tous. Attends, Celui-là va faire l'écho aussi. Oui. Ah non, il va. Moins celui-là. Moins. Pourquoi il y a de l'écho? C'est jamais arrivé. Ça se passe bien parce que comme il y a un des deux livres qui se passe en montagne, on va considérer que c'est l'écho de la montagne. Il faut pas aller plus fort. Donc, merci à tous d'être venus pour cette 46e roulade littéraire corsée. Donc je vais en profiter pour celles et ceux dont c'est la première fois pour un peu réexpliquer le projet. Donc en fait ça a débuté en 2015 et l'idée était de tracer une route avec des gens qui travaillent autour du livre, qui travaillent pour le livre, qui soient d'abord auteurs, éditeurs, illustrateurs, libraires, bibliothécaires, chroniqueurs littéraires. Et donc à raison d'un invité par mois, on a reçu toute une série de personnes et on en arrive aujourd'hui à la 46e. Et cette 46e roulade littéraire corsée a quelque chose d'un peu spécial et je vais demander à mes deux invités s'ils savent en quoi elle est plus spéciale que toutes les autres qui se sont passées avant. Elle a une spécificité que toutes les autres n'ont pas. Le mur était repeint. Non. Des deux auteurs. Non plus parce qu'on est déjà allé jusqu'à 3. Ah bon? La dernière. Ah non, c'est deux auteurs dans la le même livre maison sort d'édition. en même temps. On a déjà eu aussi. Oui, et qui sont en même temps. Deux auteurs de la trace. Non. Alors, tout simplement, on est sur un sans précédent, comme on appelle ça, puisque quand on a lancé les roulades avec Willy, on s'était toujours imaginé qu'on ne referait jamais de second tour avec des auteurs. On s'était dit, ça sera comme le de Belle, comme le Goncourt, ça sera une fois, ça sera pas deux. Et pour rappel, Michel, tu es venu au mois de septembre 2017, donc il y a 5 ans et demi. Je suis tout le temps là, je décroche. Mais de ce côté-ci, sur le tabouret. Et tu étais venu avec ma voisine à hurler toute la nuit au cactus inébranlable. Voilà. Et Thierry était venu avec son premier ouvrage, Fort intérieur, et c'était en mai 2018. Alors, ça tombe bien en plus qu'on soit ici, parce que pour bien faire, on aurait presque dû faire la rencontre un peu plus loin, devant la rotonde de la maison communale, de l'ancienne maison Malibran, puisqu'il y a un cadran avec une horloge éclairée. Nous comprendrons très vite pourquoi après. Donc, vous l'avez dit, vous êtes tous les deux auteurs et... Alors, écrivaine, auteure, autrice... Écrivain comme tout le monde. Hein. Écrivain comme tout le monde. Parce que ça fait une discrimination de dire autrice. Ça fait autiste d'abord. Un écrivain, homme ou femme. Les femmes sont des écrivains comme les autres. Alors, ça c'est mon idée. voilà. Écrivain, c'est bien aussi. Voilà. Et donc, du coup, pourquoi avoir changé les règles du jeu, entre guillemets, en recevant une deuxième fois des auteurs? On pourrait le faire parce qu'on a un homme de droit et que donc il peut ratifier ce changement, cette réforme, comme les mots actuels qui passent au journal télévisé, mais surtout parce que à la lecture de ces deux petits bijoux, et on n'est pas sponsorisé par la maison d'édition pour le dire, pas comme dans certaines émissions, on était vraiment, on s'est dit, oh là là, c'est dommage, on aimerait vraiment pouvoir en parler au plus grand monde, en parler, poser des questions sur ces deux ouvrages qui sont assez singuliers. Et donc on s'est dit, mais en fait, à aucun moment,
pourquoi on n'aurait pas le droit de changer nos règles. Et donc on a décidé en tout cas de changer nos règles. Alors ça sera peut-être l'unique exception qui ne confirme pas la règle. Alors, je vais quand même vous représenter parce que je ne sais pas si tous les gens qui sont là ce soir étaient là il y a 5 ans et demi pour toi, Anne-Michel, et il y a un peu moins pour Thibaut. Thierry. Voilà, celle-là est faite. Et donc, du coup, comme vous êtes déjà passé sur le tabouret, vous vous souvenez peut-être de, et comme vous êtes souvent venu dans la salle, vous vous souvenez peut-être de comment j'aime bien présenter les auteurs. Qu'est-ce que je fais généralement? Avec talent. 4e de couverture. Voilà, le 4e de couverture. Alors, on va quand même commencer par toi, Anne-Michel. Donc sur ton 4e de couverture. Après, je vous demanderai si vous avez le droit de les rédiger vous-même ou si c'est votre éditeur et votre éditrice qui l'ont fait de leur côté. Tu as marqué, ou du moins tu as accepté qu'on marque, venu du monde de la peinture, Anne-Michel Hamès, auteur de nombreux romans et pièces de théâtre, est passé de la peinture à l'écriture, comme si les mots s'étaient glissés naturellement dans cette toile. Ses thèmes de prédilection et ses couleurs n'ont pas changé. On y parle toujours d'êtres marginaux et solitaires, d'amour imaginaire et d'enfermement. Le rendez-vous de l'horloge fait partie de cet univers. On y étouffe de plus en plus et parfois on y meurt. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ça? Je crois que c'est très, très complet, très bien. Alors, J'approuve. moi je vais me permettre quand même de rajouter quelque chose parce qu'on en parlera dans l'entretien. C'est que pendant de longues années, je ne sais plus combien exactement, tu me rafraîchiras la mémoire, tu fus la présidente de l'AEB, l'Association des écrivains belges, et donc tu as conduit le navire rempli d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs, d'illustratrices, de poètes, qu'est la littérature belge. À 15 jours de la foire du livre, on parlera de l'importance de défendre cette littérature. Donc voilà, pour toi, si tu me le permets, je rajoute ça. Mais je ne suis plus présidente. Hein. Tu n'es plus. Non, voilà. Je sais. C'est Carino Bucciarelli qui l'est devenu. Alors, chez Thierry, donc je ne vais pas redire Thibaut une deuxième fois. Pour le coup, n'empêche, là je dis il est là, j'ai juste dit une fois Thibaut. On est à l'anecdote, comme il n'est plus là, je peux la raconter. Il y a quelques années, Jacques de Decker, que beaucoup d'entre vous connaissent probablement, a reçu le fils de Françoise Sagan, c'était chez Passaporta. Et pendant tout l'entretien, il n'a jamais réussi à sortir au premier tour le prénom du fils qui était Denis. Il disait Bob, qui en fait était le père de Denis Westhoff. Et finalement, l'auteur avait été un peu énervé par cela. Donc, Thierry Wertz, magistrat depuis 1992, il explore les failles et les fêlures, la part d'inconnu, d'imprévisible qui submerge nos vies. Pour lui, le destin pousse à ouvrir les yeux sur l'essentiel. On parlera de ce qu'est l'essentiel. Son premier texte a remporté en 2013 le second prix du 17e concours de haïku Mainichi au Japon. Il a publié un recueil poétique de voyage, Fort intérieur, en 2016 aux éditions Pipa. Et en 2019, un premier roman, Demain n'existe pas encore, qui était déjà aux éditions La Trace. Thierry Wertz trace au fil de ses textes une voie étroite vers un monde plus lumineux. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? C'est pas mal. Alors, auquel des deux je vais demander de présenter, parce que vos livres sont là, mais ils sont là parce qu'il y a une maison d'édition derrière, La Trace. Auquel des deux je vais demander de présenter cette maison d'édition? Chacun à son tour, vous faites une œuvre collégiale. Tu feras ça très bien. Oui, c'est une assez jeune maison d'édition. Je ne sais plus l'année exacte, mais c'est pas 1918. très... 2018. Ouais, 2018, voilà. Donc depuis 2018, qui se trouve à côté de Toulon. Et donc qui a édité, je crois, une trentaine ou un peu plus, pas tellement plus pour l'instant, d'ouvrages. Leur caractéristique étant de nouer des liens avec les auteurs. Donc, ils reçoivent évidemment un manuscrit, ça leur plaît ou pas, etc. Quand ça leur plaît, ils contactent l'auteur. Et ensuite, il y a une espèce d'ambiance très familiale entre les auteurs aussi. Donc, on se voit à différents salons, à différentes occasions. On se lit beaucoup les uns les autres. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de fil conducteur
en tout cas une ligne éditoriale, je trouve, dans les différents ouvrages, fait qu'il y a un peu des points communs par rapport à certaines thématiques. Et donc c'est vraiment, enfin moi je suis très content d'être... Moi, j'ajouterais que j'ai toujours rêvé d'être amie avec un éditeur. Et ça a rarement été le cas. Bien que je garde de bons souvenirs du Coudrier, qui est une personne charmante, et du Cactus Inébranlable, qui est très amusant. Donc voilà, mais les éditeurs, ça a toujours été difficile d'être ami. Et là, avec La Trace, j'ai trouvé quelqu'un que j'apprécie, qui pourrait être un ami si ce n'était pas un éditeur, et qu'en plus est français. Donc c'est pas mal de s'ouvrir un peu à la France. Alors, tu dis justement, c'est pas mal de s'ouvrir à la France. J'ai dit que tu avais été présidente de l'AEB. Vous avez, enfin toi tu as été publié en Belgique chez le Coudrier, chez le Cactus Inébranlable. Tu as même été au début dans les années 90 chez Luce Wilquin, feu Luce Wilquin malheureusement. Est-ce que pour toi ça représentait un défi, une sorte d'objectif, de réussite que d'être publié en France? Moi je connais des auteurs belges dont je ne vais pas donner de nom, une en particulier qui un jour m'a dit mais moi entre être publié en Belgique ou ne pas être publié du tout, je préfère ne pas être publié et même que mon manuscrit se fasse manger par des cafards dans mon armoire parce que être publié en Belgique serait presque être publié sur une voie de garage, sur une voie de chemin de fer perdue. Alors est-ce que toi c'était vraiment une importance d'être publié en France ou est-ce que finalement c'est plus cette rencontre humaine dont tu parles et peut-être est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette envie d'avoir une amitié avec son éditeur, son éditrice? Est-ce que c'est possible aussi? Est-ce que finalement il ne faut pas garder un certain recul entre l'auteur et l'éditeur? J'ai jamais eu de plan de carrière parce que sinon je serais plus connue. Donc j'ai jamais été comme ça. J'ai toujours fonctionné à l'instinct, selon mes sympathies. Et donc il se fait qu'avec La Trace, la sympathie fonctionne. C'est pour ça que je suis édité à La Trace. Et toi, Thierry, toi tu as commencé directement à Paris, chez Pipard, hein, c'est une maison parisienne. Est-ce que la France était une nécessité ou est-ce que ça aurait pu arriver en Belgique Oui, moi j'ai simplement regardé quelles étaient les maisons d'édition susceptibles d'éditer ce type de texte, puisque Fort Intérieur était un peu particulier, et en ce sens qu'il était notamment illustré aussi, par une artiste plasticienne. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui font, donc il faut quelque part un bel objet, du beau papier, des encres particulières, etc. Et donc, j'avais simplement envoyé ça à 4 éditeurs, sans savoir s'ils étaient français ou belges, je veux dire dans l'absolu. Bon, je l'ai vu évidemment en l'envoyant, mais il y avait d'ailleurs un belge, je pense, et 3 français. Et voilà, donc moi je ne raisonne pas du tout en belge ou français, c'est plutôt en fonction du produit fini, puisque, enfin moi c'est pas du tout mon métier, donc c'est vraiment un plaisir. Donc moi ce que j'avais envie, c'est de faire de beaux objets, avant même tout le reste. Et donc je n'envoie que aux éditeurs dont le produit fini me plaît. À une époque du numérique, c'est important pour toi le produit fini parce que de plus en plus de gens lisent sur liseuse. Tu accroches encore vraiment cette importance aux livres papier Oui, alors c'est peut-être parce que, comme j'ai dit, d'abord, moi ce que j'avais envie, c'est de me faire plaisir à moi-même, en fait, finalement, de voir, toucher un livre. Moi j'adore les livres, donc j'en ai plein chez moi dans toutes les pièces. Presque autant que chez Muni, c'est tout. Tu vas fort. Ça, j'ai jamais vu. Ah, il faudrait compter, je ne suis pas sûr qu'il faudrait voir. Donc c'est assez incroyable. Et donc j'aime l'objet livre. J'aime l'objet. Voilà. Après, je pense que même chez La Trace, ils commencent aussi en parallèle à les éditer par voie numérique. C'est très bien aussi. Ça permet de toucher des lecteurs différents, je pense. Alors, avant d'avoir été écrivain, tu as probablement été lecteur, et au-delà même d'avoir été lecteur et de nous raconter tes premiers souvenirs de lecture, après on plongera dans vos livres à chacun, mais c'est quand même 2 univers. Alors il y a parfois des auteurs qui vont être des raconteurs d'histoire, mais où il n'y a pas spécialement un univers qui colle. Ici c'est vraiment, vous êtes 2 créateurs d'univers, c'est vraiment une plongée que vous proposez par votre manière à tous les 2 de construire, et on verra
dans vos 2 livres, le récit, mais aussi l'objet livre en lui-même. Est-ce que tu peux un peu nous reparler de ta première rencontre avec la lecture et peut-être l'écriture? Oh, la première rencontre avec la lecture, ça c'est vraiment... C'était des petits livres en tissu, là. On faisait poète et on soulevait des trucs. J'adorais ça, paraît-il. Et donc, moi je lis depuis toujours. Donc ça c'est clair. Donc, et on a transmis ça, je pense, en partie à nos filles qui en tout cas ont eu beaucoup de livres quand elles étaient petites. Donc oui, la lecture, j'ai toujours lu. Et le début de l'écriture, c'est venu... Ça, c'est venu il y a 10 ans à peu près. Donc, Et c'est venu, j'ai commencé il y a une dizaine d'années. C'est venu comme un passe-temps ou comme vraiment un besoin d'évacuer ou de commencer la construction de quelque chose? Je ne sais pas exactement comment c'est venu. C'est vrai que quand on lit Fort intérieur, il y a quand même sans doute un besoin d'exprimer toute une série de choses, puisque c'était une vingtaine de tableaux que j'essayais de faire en mots, finalement, plutôt qu'en peinture ou en polaroid photo. Donc c'est fait en gros, c'est des petites scènes de vie réelle, et effectivement dans mon environnement professionnel, donc voilà, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Et voilà, c'est dans le domaine de la justice, dans le domaine du droit de la guerre aussi, des homicides, enfin toute une série de choses passionnantes. Et donc j'ai essayé de rendre ça agréable à lire et interpellant. Toujours alors, enfin toujours, c'était le début, hein, mais je veux dire en très très peu de mots. Ça c'est ce que moi j'aime bien faire. Je lis un peu de tout, mais c'est vrai que quand j'écris avec le moins de mots possible. Une sorte d'économie du mot dans le sens où c'est poser le mot exact et se dire que si on peut en mettre un, il n'y a pas besoin d'en mettre 10 si un seul peut remplacer les 10. C'est ça, c'est l'idée de suggérer, d'essayer de créer un univers, mais avec le moins possible, pour permettre aussi au lecteur de pénétrer dans cet univers et d'avoir presque un rôle, enfin, c'est-à-dire parfois de s'identifier à un personnage, et c'est vrai que comme il faut un minimum décrire le personnage, mais en ne le décrivant pas trop non plus, les gens peuvent plus facilement s'identifier aussi au personnage. Ok. On va passer chez Anne-Michel, la découverte de la lecture, le chemin d'écriture, et dans ton cas, il y a le chemin de peinture. Est-ce que les deux sont arrivés en même temps? Est-ce que tu peins encore aujourd'hui? Institution qui s'est peut-être faite? Donc j'ai commencé la peinture. Dans une autre vie, j'étais essentiellement peintre. Et puis petit à petit, les mots ont remplacé la toile. Les mots se sont inscrits sur la toile. Et mes personnages sont restés les mêmes que ceux que je décrivais en peinture. C'est-à-dire que c'était un moyen d'expression, le même qu'avec la peinture, mais avec d'autres outils. Et j'ai trouvé une plus grande liberté dans l'écriture, parce que dans l'écriture, il n'y a pas de frontières, on est complètement libre. En peinture, on est toujours limité par les outils, par le chevalet qui délimite la toile. Et en écriture, c'est la liberté absolue. Et alors pour les choix des écrivains qui m'ont influencé, il y a Simenon. J'ai toujours retenu que Colette lui avait dit « pas de littérature, mon petit Georges, pas de littérature ». Donc il évitait toute formule empoulée, tout effet littéraire. Et on retrouve cette manière de faire dans les écrivains américains que j'ai beaucoup aimé, comme Bukowski, qui est très, très rude et très rentre-dedans. Tout de suite, il dit les choses qu'il faut, sans après, sans phare. Et c'est très, très bien, je trouve. Ok. Alors, vous avez tous les deux dit au moment de la présentation des éditions La Trace qu'il y avait des contacts entre les auteurs, il y avait des discussions. Bon, évidemment, j'imagine que vous avez lu mutuellement l'ouvrage de l'autre.
est-ce que on peut savoir d'ailleurs à quel moment, parce que ça peut être intéressant pour la suite, est-ce que vous avez lu l'ouvrage de l'autre avant qu'il ne soit publié, en cours d'écriture, après? Après, oui. Alors, et pourtant, c'est pour ça que je demandais ça parce que, est-ce que ça vous a sauté aux yeux? Est-ce que vous avez vu que dans l'ouvrage de l'autre, il y a des ressemblances avec il y a des ressemblances avec ton ouvrage chez Anne Michel et celui d'Anne Michel dans le tien? Est-ce que vous avez conscience de quelles pourraient être ces ressemblances? Oui, Moi, je n'ai pas vu beaucoup de ressemblances. non, moi je vois une thématique Oui. qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres, je pense parfois Tom Naughty aussi. C'est. Enfin, ça ne saute pas aux yeux, hein, mais je trouve la thématique de la solitude. Donc, ce sont des personnages qui sont quand même fort solitaires. Que ce soit dans le mien ou dans le tien, je trouve. Par exemple. Oui. Alors, moi je vais vous en donner une première qui est peut-être très fine, très subtile, qui passe entre deux mailles de filet. Et puis je vous demanderai à chacun, peut-être que je te demanderai, Thierry, de présenter, enfin d'essayer de nous raconter ce que raconte le rendez-vous de l'horloge, et à Anne-Michel de parler du monde rêvé d'Alva Temosa. Donc, Anne-Michel Amès, le rendez-vous de l'horloge, on évoquera peut-être plus loin dans l'entretien quelle est cette horloge. Et puis quand on arrive page 77, à la première ligne, je pense même, chez Thierry, sais-tu ce que tu as écrit page 77 à la première ligne? Ah non. Je ne sais pas. Donc, je vais même me permettre de remonter un peu et lire la dernière partie de la page 76 pour aborder la 77. Comment lui exprimer mon amour dans ce désert? La faire revenir d'entre les non-nés. Depuis peu, Alva, donc ton héroïne, se surprenait parfois en train de parler à son ventre plat. Elle rêvait de pouvoir tracer son chemin. Elle ne croyait plus aux horloges. Tiens. Oh, tu m'as copié. Donc, alors, ça c'est le petit clin d'œil sur le fait de l'horloge. Mais il y a aussi, au-delà de ça, il y a déjà, on le sent, j'ai pas lu d'extrait du tien à Michel pour le moment, mais on sent déjà cette solitude, et tu viens d'en parler, de deux héroïnes, Alva d'un côté, Mira de l'autre, qui, alors, Alva va se parler à elle-même pour certaines choses, on va découvrir qu'elle a un désir de grossesse très très élevé et qu'elle est célibataire, du moins au début du livre. Et de l'autre côté, Mira, elle vit un peu dans cet arrière-pays magnifique de la côte belge, pas loin entre Furnes et le littoral, là où un certain Paul Delvaux a traîné ses pieds et ses cardigans et ses pinceaux. Et Mira, c'est aussi quelqu'un qui est dans sa solitude humaine, on va dire, mais qui est entourée. Elle a un groupe de perroquets qui la suit dès qu'elle se déplace à vélo, perroquet souris. Elle a un nombre incalculable de chats dans sa maison. Et pour parfaire le tableau, il y a deux Maninois chez le voisin qui sont tout à fait affamés et qui passent leur temps à aboyer, à crier. Est-ce que c'est important pour toi la notion du cri? Parce que je reviens à ton livre précédent qui était La voisine a hurlé toute la nuit. Cette sonorité, parce qu'il y a quand même une sonorité, que ça soit après le bruit du canal, le bruit de la cloche qui sonne, le bruit des gens quand elle va se rendre sur la digue de Coxille, où il y a cette fameuse, si vous êtes allé un jour à Coxille, vous la voyez peut-être sur la digue, il y a une espèce de petite tour horloge qui doit faire 2,50 m, 3 mètres de haut, quelque chose comme ça. Voilà, est-ce que cette sonorité et ce fait de se parler à soi-même, mais aussi d'être entouré d'un univers bruyant, est-ce que c'est important pour toi dans tes livres? Je ne veux pas commencer à m'analyser, parce que si je commence à psychanalyser le pourquoi, je vais devenir... Je suis peut-être folle, parce que mes personnages sont folles. J'ai toujours écrit des romans où c'est des femmes un peu dérangées, il faut dire. Et ma voisine a hurlé toute la nuit. Il y avait Clarisse aussi dans Le jeune homme de Calais. Elle va jusqu'à se noyer dans la mer du Nord, c'est encore pire comme fin. Donc voilà, ce sont des femmes dérangées, marginales et assez folles.
Quelle était ta question? C'était l'importance de la sonorité dans... Ah oui, dans je l'œuvre. trouvais voilà, que le vent qui soufflait à la côte, c'était propice au délire, et donc il souffle fort. Il y a beaucoup de... Il éveille des fantômes, il éveille des tas de fantasmes. On ne sait d'ailleurs jamais si ce que raconte Mira, c'est vrai ou pas. Moi, je n'en sais rien. Ah. Elle est folle, donc elle n'a pas de notion du réel. Donc j'ai embarqué dans sa folie, je me suis laissé guider par sa folie, et je ne sais pas du tout si ce qu'elle raconte est digne de foi. Et on pourrait même penser, quand on lit le livre, qu'elle a presque des accès, des sortes de bouffées délirantes, puisqu'elle rentre en communication avec son père, qu'elle dit avoir vu à un moment, et puis ne plus avoir vu, et puis c'est le fameux homme qu'elle va attendre au rendez-vous de l'horloge. On ne sait pas si les gens qu'elle rencontre sont morts ou vivants, d'abord. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils ont existé? Ou pas? Tout ça est très, très nébuleux. Ouais. Alors, chez toi, Alva, donc, on est dans le milieu judiciaire, hein, on est à Bruxelles, on est au palais de justice, c'est une jeune juge, si je ne me trompe pas, qui se retrouve notamment aux affaires familiales enfants et qui va recevoir successivement un même couple qui comprend pas pourquoi ils ont déjà eu 6 enfants, ils ont un léger handicap mental et pourquoi à chaque fois qu'ils font un enfant crac-crac dans un buisson derrière le quai de la gare, on leur prend leur enfant. Quand tu as commencé l'écriture de ce livre, est-ce que tu as d'abord eu le personnage d'Alva ou est-ce que tu as eu envie de traiter d'une série de thématiques qui sont très actuelles finalement, puisqu'il y a toute la question du placement de l'enfant et je voyais encore hier au JT qu'une maman a pris 4 mois avec sursis pour avoir mis une gifle à son fils et après on explique qu'en fait là le fils est en IPPJ parce qu'il a essayé de l'empoisonner. Par où est venu le début de ton livre? Est-ce que c'est une série de thématiques? Est-ce que c'est un personnage sur lesquels s'ennuie? Alors comme pour le précédent, en fait, je me rends compte, la base de tout c'est une image réelle. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans le tout premier. Donc décidément les 20 petites histoires, donc j'ai de quoi faire 20 romans. Mais en tout cas, pour celui-ci, ça part d'une expérience vécue, c'est-à-dire qu'il y a très très longtemps, lorsque j'étais magistrat de la jeunesse, donc il y a 25 ans, tous les matins, quand j'arrivais au palais de justice, au tribunal de la jeunesse, il y avait un monsieur qui était à l'accueil et qui venait tous les matins, c'est réel, pour récupérer ses enfants. Donc ce monsieur, évidemment, à la fin devenait un peu, je ne vais pas dire blacklisté à l'accueil, mais on ne le laissait plus monter, on ne le laissait plus rentrer, etc. Et donc au fond, c'était une famille, une vraie famille, donc cette famille-là est vraie, elle a existé. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs, hein, parce que je ne sais pas combien ils en sont maintenant éventuellement, mais à chaque fois, malheureusement, donc les deux étaient effectivement atteints assez fortement de handicap, et c'est une vraie question, parce que le système faisait qu'à chaque fois, l'enfant était retiré et placé en institution ou en famille d'accueil. Famille d'accueil, d'ailleurs, ils trouvaient ce qui était encore pire que d'être en institution. Et donc, à chaque fois, ils en refaisaient un autre. Et c'est vrai qu'ils menaçaient que si on ne les rendait pas, ils en referaient un autre. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et donc cette image-là m'était restée, c'est quand même assez inhabituelle et marquante. Et alors j'ai brodé ou inventé, ou j'ai créé tout un monde autour de ça qui est tout à fait fictionnel et qui aborde d'autres thématiques. Hein, mais je trouve ça intéressant ce parallélisme entre la juge qui ne sait pas quoi faire, comment faire pour avoir un enfant, et puis ce couple qui n'arrête pas de faire des enfants qu'on leur enlève, et donc il y avait là quelque chose à creuser, l'idée m'était venue comme ça. Ok. Alors, dans vos livres, on va peut-être, parce que j'avais dit, il y a 3 questions que j'allais vous demander de parler du livre de l'autre en mode essayer de le présenter. Comme tu as le micro, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu nous raconterais sur le livre de Anne Michel
Et si tu devais faire comme Willy ou comme moi quand nous étions libraires, comment essayerais-tu d'ailleurs, Willy, on a une caisse complète si ça vous intéresse. Donc comment est-ce que tu essayerais que Willy doive remonter avec moins de livres chez lui ce soir? Eh bien, je dirais que je suis un très grand lecteur, donc je lis énormément. Et c'est la première fois que je suis vraiment dérouté de manière très... c'est assez magistral, c'est-à-dire que quand on lit ce livre, c'est vrai qu'on ne sait plus très bien ce qu'est la réalité, la fiction, on ne sait plus très bien où on va. On est un peu perturbé. Mais alors il y a quelque chose d'extrêmement addictif, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à déposer ce livre. Donc à la fois on comprend parfois presque plus rien, mais on continue, c'est extrêmement addictif. Et alors, pourquoi? Notamment parce que, et moi je suis très visuel, je trouve un livre extrêmement coloré. Déjà la couverture est très flash, et c'est vrai que, je sais pas, moi, ça évoque certains tableaux, alors il y a un peu comme dans certains Ensor, enfin, il y a quelque chose comme ça de très... ça part dans tous les sens, mais en même temps, quand on est devant un tableau d'Ensor, ben, on est captivé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire, alors qu'il n'y a pas d'histoire, enfin, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Donc en fait, ça, je trouve ça assez... vraiment assez, enfin, très très réussi, assez brillant d'avoir réussi ça. Oui. Et alors, bon, je ne parlerai pas de la fin. Oui. Alors, Anne-Michel, sur le livre de Thierry, si on devait te faire vendre des livres, des exemplaires du livre de Thierry. Je pense que Thierry est un homme de droit et que donc on s'attend à quelque chose de très structuré, très rigide, très structuré. Et puis c'est tout autre chose quand on aperçoit, on a quelque chose de très humain. Et son goût pour le haïku dévoile un peu sa personnalité, c'est-à-dire qu'il mêle une poésie certaine et un sens de l'humain à ses récits. Je trouve que c'est très réussi également. Alors, tu parles justement, enfin, tu évoques la structure. Je ne sais pas, quelqu'un a déjà lu ici le livre de Thierry voilà. Ok. Et au niveau de celui de Thierry, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a sauté aux yeux dans sa composition? C'est un peu dans le style de son premier, là. C'est des phrases courtes, c'est très concis, c'est très ciselé. Et j'en ai parlé déjà, mais voilà, il n'y a pas de gras. Alors, effectivement, on est à la croisée. Alors, on est vraiment à la croisée de ce qui était Fort Intérieur, de ce qui était après ton premier livre aux éditions La Trace. Et moi, j'avais une question. Donc, tu as dit que tu allais vers l'économie du mot, mais est-ce que, d'abord, dans la mise en page, est-ce que tu as pu avoir le choix final de faire tous les sous-lignes que tu veux? Parce que donc, parfois, tu nous fais des décrochés, on a un mot, et puis on va passer à la ligne suivante, récupérer l'autre mot qui est un groupe nominal et qui aurait pu tenir sur la même ligne. D'abord, comment est-ce qu'on arrive à imposer ça à son éditeur à une époque où les éditeurs sont plutôt à essayer de réduire les marges sur la page parce que le prix du papier a littéralement éclaté. Voilà, est-ce que pour toi, comment tu as réussi à imposer ça? Et aussi, est-ce que pour toi, si tu l'as fait comme ça a une importance? Et donc, comment est-ce que finalement on construit? Comment est-ce qu'on se dit, tiens, à ce moment-là, je vais passer à la ligne suivante? Alors que quand on écrit un roman en continu, c'est le traitement de texte, entre guillemets, qui fait passer à la ligne suivante. Et puis, c'est remixé chez l'éditeur pour la mise en page. Et, les sous-lignes sont parfois différents. Mais voilà, est-ce que chez toi... Oui, quasiment tous. Je pense qu'il y a peut-être un ou deux qui sont un peu différents, mais presque vraiment tous sont comme je voulais. Oui, je suis parti de l'idée... Enfin, c'est en fait ma façon finalement d'écrire, puisque j'ai commencé comme ça avec Fort Intérieur, donc il y a 10 ans, et j'ai continué en fait. Sauf qu'au lieu de faire 20 petits tableaux très courts de 2-3 pages, j'ai fait une histoire complète sous cette forme-là. Donc ça c'est vraiment un choix. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'éditeur, j'ai vraiment beaucoup de chance parce qu'ils adorent explorer justement. Alors ils ont deux collections, une collection plus grande où j'avais fait, comme Martin d'ailleurs,
Donc, un roman écrit de manière, entre guillemets, plus classique dans la forme, la mise en page, je veux dire. Et ils ont une plus petite collection où là, ils aiment explorer des textes qui sont souvent inclassables. Et donc là, il n'y a pas que nous, il y en a au moins une dizaine, une douzaine maintenant. C'est chaque fois des textes où on ne sait pas trop comment caser ça dans quelque chose qui existe. Et ça, c'est leur grande qualité, je trouve, d'avoir créé cette collection-là. Alors, dans ton écriture aussi, en tout cas dans celui-ci, tu convoques d'autres plumes. Est-ce que c'est dû à une admiration? Est-ce que tu as construit peut-être une partie du personnage pour pouvoir inclure? Je pense notamment à la page 83, et je devrais presque demander... Oui. Oui, hein. Mais oui. T'as des bonnes lunettes? Et en plus, il y a pas de bonne lumière. Alors, En plus, il va se lire. Comme un murmure d'émerveillement, labyrinthe de l'émoi, débordé de ravissement, s'abîmer dans l'abolition des distances. Le discours du désir ne pas trouver de terme. Merci beaucoup. C'était du Jack Tegan. Alors, pourquoi cette envie d'avoir mis les mots de Jack dans les tiens? J'avais envie d'abord, ça nourrissait le personnage, puisque ça c'est Martine, qui est un des deux personnages féminins, qui est passionné de poésie. Et donc effectivement, il y a deux extraits de deux poètes qui comptent beaucoup pour moi, en fait. Et je les lis beaucoup. C'est Ferlinghetti, Voilà. et Jack, voilà, donc je crois que j'ai tous les livres, et qui est pour moi un des plus grands, voilà, il le sait. Et donc j'avais envie de faire ce clin d'œil. Et il y en a même un troisième, puisqu'en fait, à la fin du livre, ça termine par « Et je marchais droit devant, sans m'arrêter, ne sachant trop quoi faire, gesticulant, psalmodiant, ivre de confidences que je ne pouvais partager qu'avec les pierres, les genêts, les nuages. » Alain Cadéot, des mots de contrebande. Alors, dans ton livre, outre tout l'univers poétique, il y a aussi un sujet, une thématique qui revient dans celui d'Anne Michel également. C'est toute la question, alors d'un point de vue différent, c'est toute la question de l'enfantement, puisque Alva veut à tout prix son enfant et sans trop dévoiler, elle va jusqu'à imaginer un plan avec notamment ce fameux couple assez incroyable. Est-ce que c'était important pour toi de poser toute cette question, cette thématique qui finalement est le fil rouge du livre et qui va mener entre guillemets à l'éclatement final du livre? Oui, c'est une des thématiques qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, est partie de cette histoire un peu vraie de ces gens qui avaient beaucoup d'enfants et qui malheureusement, à chaque fois, on les retirait. Et donc je réfléchis par rapport à cette thématique de l'enfantement, et donc il y a plusieurs personnages, il y a ce couple, et puis il y a deux femmes. Il y a effectivement Alva qui veut absolument un enfant, et le temps passe, donc le désir est de plus en plus pressant, et alors, donc, qui est juge de la jeunesse, et sa greffière, elle, ne veut absolument pas d'enfant. Est une femme vraiment qui veut pas du tout entendre parler d'enfants, ne comprend pas comment on peut avoir des enfants, etc. Et puis voilà, elles vont nourrir une relation justement entre elles aussi. Et donc ça va compliquer encore un peu plus les choses. Alors tu as fait aussi un choix de narration où il y a certains chapitres qui sont dans la voix, dans la pensée de Martine, et notamment le regard qu'elle va poser sur Alva. Et puis il y a une narration extérieure. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette narration? Parce que j'ai essayé, pendant une partie de la lecture, d'essayer de savoir si c'était quelqu'un d'externe, une troisième personne, et qu'il y avait un espèce de triangle à reconstituer, ou si finalement c'était la narration de l'auteur que tu es. Oui, c'est un narrateur, je pense, extérieur, qui effectivement raconte un peu ce qui se passe.
c'est pas un personnage identifiable qui apparaîtrait dans le roman. Ok. Alors, on va revenir vers chez toi, Michel. On est avec Mira. Mira est donc dans sa petite maison dans le plat pays. Et elle aussi, finalement, je parlais de l'enfantement dans le livre de Thierry. Il y a aussi cette question-là chez toi, sauf que Mira n'a pas d'enfant, on le sait dès le début du roman. On comprend qu'elle a un âge où, quand bien même elle en croiserait à la sortie d'un carnaval quelqu'un, les possibilités sont quasiment nulles. Mais par contre, elle a toute cette question de la filiation, puisqu'elle parle de sa maman qui l'a eue avec un Marocain. Ouais. Qui n'est pas resté vivre avec elle, et donc il y a toute cette question aussi de la recherche du père. Oui, elle recherche ses parents, mais ils finissent très mal. Mais est-ce qu'ils sont vraiment morts? On ne sait pas au fond. Je ne sais pas, je me pose plein de questions moi, sur Mira et sur ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai que sa mère est noyée dans le canal et que son père ressurgit alors qu'il était déjà mort? Ben, j'en sais rien. Alors, C'est des points d'interrogation qui jalonnent le livre, ce ne sont que des points d'interrogation. Il n'y a Alors, pas de réponse. dans les deux cas, alors, toi tu l'as dit, donc on peut en parler plus ouvertement, vers les trois quarts du livre, à un moment, Mira imagine, ou est-ce qu'elle le fait réellement, qu'elle noie sa maman. Tu décris cette scène où elle lui enfonce la tête, elle lui marche sur le bord des doigts, que la pauvre mère essaye de réagripper à Oui, la rive. c'est très cruel. Hein, c'est cruel. Est-ce qu'il y a, Cruel. est-ce qu'il y a un plaisir dans la cruauté, et est-ce que finalement, écrivain, c'est le meilleur moyen d'être assassin sans vraiment passer par les bureaux de Thierry Tu refais de la psychanalyse, écoute, je ne sais pas, je ne sais pas. Jacques de Decker avait souligné quand il m'a présenté au Richler qu'il y avait chez moi une impassibilité. Donc c'était une caractéristique de mon écriture. Une impassibilité dans les horreurs que je peux dire. Je ne sais pas, moi, il faut demander ça au psy. Je ne veux pas payer un psy. Alors qu'il suffit d'écrire pour être débarrassé de ces noirceurs. Finalement, c'est beaucoup plus économique, et plus facile et plus gai. Moi, j'aime bien écrire, j'adore écrire, c'est une respiration. Et je trouve ça très bien de se laisser aller à ces trucs. Alors, Mais c'est pas moi, hein, c'est pas moi. Je ne tue personne. Je n'ai jamais affamé les bêtes. Moi, j'aime les bêtes, j'adore les bêtes. Je vis avec des bêtes que j'aime par-dessus tout, donc c'est pas du tout moi. Les chiens affamés, moi je leur donne à manger, hein, et pas seulement du cœur de vache comme dans le roman. alors, justement, tu dis que tu aimes écrire, alors on se doute bien, au vu de ta longue bibliographie, si tu n'aimais pas écrire, tu n'aurais pas persévéré autant. Sur un livre comme ça, est-ce que toi, ton habitude d'écriture, c'est un peu tous les jours, ou est-ce que tu t'es enfermé chez toi ou ailleurs pour vraiment, entre guillemets, lâcher ce livre, le sortir Non, comme un robinet pas d'eau de pas de règles du tout. Je ne sais pas, moi j'écris quand les choses viennent, depuis de nouveaux plans. Je ne sais pas, je n'ai aucun plan de travail. D'abord, je n'aime pas le mot travail. Je trouve que écrire, c'est pas travailler. Écrire, c'est se décharger d'un truc pour exprimer des choses. Ça n'a rien à voir avec un travail, je crois. Est-ce qu'écrire, c'est se rajouter des possibilités de vivre ce qu'on ne pourrait pas vivre dans une seule vie humaine? Ça, c'est vrai. J'ai fait ça dans ma vie parce que j'ai perdu ma mère très tôt, 3 semaines. Elle avait 24 ans, donc je ne l'ai donc jamais connue. Et je me suis dit que je devais vivre à sa place tout ce qu'elle n'avait pas pu vivre. Et donc j'ai accumulé les mariages, les histoires. Maintenant ça va, je suis contente que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Mais je veux dire que j'ai vécu beaucoup plus que personne. Et que c'est peut-être ça la raison. Maintenant tu me forces à me psychanalyser parce que je n'aime pas. Je trouve ça... c'est inintéressant. Alors, t'as de la chance, tu vois, il y a un voisin, tu peux lui donner le micro, c'est pas comme si on était juste à deux. On va repasser chez toi, Thierry. Alors, on va pas te dire qui meurt dans le truc, parce que sinon,
C'est un peu comme à l'époque où je travaillais à la bibliothèque Duc et qu'il y avait un lecteur qui avait trouvé un truc très drôle. Il empruntait le plus de thriller ou de polar possible, et puis sur la page de titre, il mettait le meurtrier sait. Et ça évitait aux gens de devoir lire le livre, du moins ça leur enlevait très vite l'envie. Voilà, même chose. Alors, il y a un décès, on peut le lire en montagne parce que ça c'est pas dévoilé énormément. Est-ce que c'était aussi une envie de... Parce que déjà dans le fort intérieur, il y avait des morts brutales. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que finalement c'est une réalité de se dire que tu ne veux pas rentrer dans cette catégorie d'auteur ou d'écrivaine ou d'autrice avec guillemets feel good où tout tend vers un certain bonheur, une certaine positivité Non, je crois que d'ailleurs c'était dans les trois. Il y a des choses dramatiques dans les trois, mais c'est vraiment me laisser guider par les personnages. Je pense que c'est d'ailleurs Simenon, je parle sous le contrôle de spécialistes de Simenon, mais qui a dit à un moment donné que ça servait à rien de décrire et tout ça, il ne faut plus faire ça. En fait, il dit il faut vraiment que les personnages aillent au bout d'eux-mêmes, quoi. Et le fait est que tous ces personnages, quand ils vont au bout d'eux-mêmes, il se passe des choses parfois tragiques. Mais voilà, je me laisse guider effectivement par les personnages. Et donc, c'est certainement évidemment influencé aussi parce que j'aime bien. J'aime bien aller dans la psychologie des personnages. Donc ce sont des personnages assez, pas torturés, mais quand même, il se passe des choses quand même. Alors, tu évoquais l'écriture, même chose que pour Anne Michel. Comment est-ce que ça se passe chez toi? Alors Anne Michel est retraitée depuis de longues années. Toi qui es encore... J'exagère. C'est insultant, les gens en fait. Alors, toi, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu fais ça sous la robe dans ton bureau? Non, alors ça se passe... Est-ce que tu pars t'enfermer et que c'est vraiment d'un coup? Est-ce que c'est un petit goutte à goutte? En fait, pendant toute l'année, j'y pense. Donc, parfois jour et nuit, ça dépend. Des fois, je me réveille le matin avec une idée. Et donc, je ne note pratiquement jamais rien. Et donc, c'est dans ma tête. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire ça, mais c'est vrai que si je m'en souviens plus, à un moment donné, c'est que ça valait pas la peine. C'est ce que je me dis maintenant. Et donc, il reste ce dont je me souviens, forcément. Et alors, une semaine par an, je me retire seul, quelque part. Et là, effectivement, il y a une espèce d'excitation d'écriture. Donc, à partir de 5h, 5h30 du matin, j'écris jusqu'au soir. Et donc là, tout ce que j'ai emmagasiné dans ma tête pendant l'année, je le retranscris. Et ensuite, je retravaille ça à différents moments, bien évidemment. Hein, donc c'est quand même il y a un travail par la suite, mais c'est comme ça. Donc l'écriture en elle-même, ça dure finalement une semaine par an, en fait. Oui, ok. Alors, vous avez tous les deux au moins cité une fois Simenon. Vos deux livres, pour ceux qui les découvriront, donc j'ai dit celui d'Anne Michel se passe dans l'arrière-pays du littoral. Il y a Furnes, il y a Coxide, il y a ces très beaux canaux avec les arbres tordus par le vent. Chez Thierry, il y a le palais de justice qui est en train de perdre son statut de record, puisque d'ici quelques semaines, il ne sera plus le seul palais d'échafaudage de Bruxelles, puisque le roi et la reine ont décidé de se faire installer une installation artistique de tubes métalliques sur leur maison. Mais à mon avis, ça va durer moins longtemps. Oui. Et il paraît que le palais de justice, c'est fini pour 2024-2025. Pour la façade avant, je crois, réellement. Alors, est-ce que c'est une importance pour toi d'avoir mis Bruxelles dans ton livre? Ou est-ce que c'est une facilité, parce que finalement le palais de justice c'est un peu, c'est pas un peu, c'est ton bureau à toi, ton lieu de travail. Est-ce que tu aurais pu imaginer, alors il y a le palais de justice et puis il y a une partie en montagne du côté du Valais. Voilà, est-ce que tu aurais pu imaginer, entre guillemets, d'anonymiser les lieux, de ne pas mettre Bruxelles ou d'aller chercher
soit une ville imaginaire, soit de se dire je mets ça dans un palais de justice à Paris, île de la Cité. Non, non, ça reste important pour moi, c'est un plaisir hein, donc effectivement d'écrire, et donc j'aime bien écrire sur des lieux que je connais. Donc il y a aussi le Cap Vert dans celui-là. Dans le précédent, il y avait le Mali, Bamako. Bon voilà, c'est tous des lieux où j'ai été, et donc ce sont des lieux qui m'ont plu, qui m'ont marqué. Donc je revis finalement, hein, comme j'ai dit, pendant un an dans ma tête, je revis comme ça des images, et ça m'inspire. Et le palais de justice, je trouve ça évidemment ici c'est un endroit assez fascinant. Hein, donc, et c'était très adapté évidemment ici, puisque c'était dans ce milieu-là que ça se passe, évidemment. Et Anne-Michel, parce qu'il y a quand même eu un livre sur le bois de la Cambre, il y a eu Villa Théodora à l'époque qui était déjà un peu côté littoral, il y a des parties de livres ou de nouvelles qui donnaient l'impression, ou même qui étaient clairement explicitées comme étant dans le coin du quartier Place Georges Brugmann, Annonciation, etc. Est-ce que c'est un plaisir, un besoin de rester, enfin de mettre la Belgique dans les livres? Ah oui, sûrement, on a tous dans notre ADN, on a la mer du Nord. Hein. Je pense que la mer du Nord, c'est quelque chose d'important. Alors Furnes, c'est aussi une ville qui me tient à cœur parce qu'elle est le cadre d'une procession annuelle des pénitents, des processions, des cortèges. Elle est très moyenâgeuse, c'est un peu comme Venise, parce qu'il y a une odeur d'égout qui est à Furnes, qui subsiste et qui ressemble un peu à l'odeur d'égout de Venise. C'est très baroque, c'est très grandiloquent, c'est un peu tout ce que je mets dans mon livre, cette espèce de feste baroque qui a lieu. Alors, oui, je mets toujours le décor de mon enfance, c'est le bois de la Cambre. Dans le lac du bois de la Cambre, je parle de ça. Il y a toujours de l'eau aussi dans mes livres. Oui. Dans le lac. Et puis maintenant la mer. Il y a eu la mer précédemment. Le prochain, je ne sais pas, il y aura une flaque peut-être. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler? Est-ce qu'il y en a un qui est déjà en écriture? Est-ce qu'il y en a un qui est fini? Est-ce qu'on peut lever un peu la couverture ou... Oui, je prépare un livre qui s'appelle « On ne meurt pas à Sainte-Barbe ». Maintenant j'ai changé le titre parce que je ne meurs pas à Sainte-Bénigne. Je trouvais que Barbe était moins bien que Bénigne. Mais enfin, c'est en préparation. Ça se passe dans un milieu hospitalier. Et là, il y aura de grands cortèges, de morts vivants, des choses folles. Ça va être de plus en plus surréaliste, baroque et fou. Voilà. Qu'est-ce que ça va être? Alors, oui, Déjà Thierry, dans celui-là. est-ce que la semaine d'écriture est déjà prévue? Comment? Est-ce qu'elle Celui-là, a il est déjà déjà eu pas mal. lieu? On sera pire. Oui, elle aura lieu fin mai, normalement. Et le livre est déjà dans la tête? En partie. J'ai en tout cas au moins 3 personnages qui sont assez intéressants. Un contexte qui peut être assez sympa, sur fond de coulisses de cours d'assises. Comme je préside les cours d'assises, je connais un peu les cours d'assises de A à Z, j'ai envie de dire, c'est-à-dire en ce compris dans les coulisses, forcément. Et donc ça peut être, voilà, ça peut être propice à des choses intéressantes, et donc je travaille sur l'intrigue, j'ai quelques idées. Oui, oui. Ok. Voilà. Et donc, il faut aussi dire que je pars une semaine par an, comme on a dit, mais que je n'en sors un que tous les 3 ans, donc il me faudra 3 semaines, quand même, certainement pour écrire. Est-ce que justement de n'en sortir qu'un tous les 3 ans, c'est important pour toi, entre guillemets, de ne pas rentrer dans ce mécanisme que certains auteurs ont, qui est à un moment risqué de trop publier, puisque, on va pas donner de nom, mais il y a des auteurs où la qualité peut se ressentir, en tout cas moi en tant que lecteur, je le ressens, en dents de scie, où on se dit qu'en fait s'ils en enlevaient 1 sur 3, ou voire même 2 sur 3, tout se passerait mieux. J'ai pas le temps en fait de faire autrement, donc de toute façon, voilà, je ne vois pas comment je pourrais sortir quelque chose à un rythme plus élevé pour le moment, donc non, c'est une respiration, c'est un plaisir, puis j'aime bien ciseler un peu les choses, donc
Je prends le temps. Ok. Et donc tu es publié en France. On a pendant très longtemps, enfin pas nous, mais le côté français et d'autres, minimiser ou presque ignorer la littérature belge. Est-ce que pour toi c'est important? Est-ce que tu te sens pleinement écrivain belge? Et est-ce qu'il y a besoin de souligner qu'on est un écrivain belge, ou au contraire, il ne faudrait pas, entre guillemets, mettre une nationalité, surtout pour le moment où finalement tout ce qui est artistique belge fonctionne très bien en France, puisqu'on a eu un César, on a eu des victoires de la musique. Oui, mais je ne pense pas que ce soit lié au fait d'être belge. Moi, je ne raisonne pas comme ça, en tout cas, non, franchement. C'est presque, enfin, je ne vais pas dire que c'est un handicap, mais il ne faut pas parler de ça, en fait. Voilà. C'est comme j'ai presque hésité à dire aussi quel était mon métier, par exemple. Et puis finalement, on a discuté, et là, l'éditeur trouvait que c'était mieux. C'était adéquat, voilà. Mais pour ne pas influencer le lecteur, voilà. Je suis un auteur, je propose quelque chose, et que je sois belge, que je fasse tel ou tel métier, finalement, ça n'a, à mon sens, pas vraiment beaucoup d'importance, en fait. Ok. Et Anne-Michel, quand on a été président quand même de Oh, l'association... c'est fini, ça. C'est une autre Mais président de l'association des écrivains belges, est-ce que finalement on pourrait imaginer un jour qu'on enlève le belge derrière en se disant qu'une association d'écrivains basée à 2 pas d'ici à Bruxelles n'est pas guadeloupéenne ou Écoutez, ils font ce qu'ils veulent. Pour ma part, je trouve que c'est pas important. Moi, j'écris pour ceux qui aiment ce que je fais, quelques amis, et puis voilà. Et puis pour moi, pour me décharger de tas de choses. Mais à part ça, belge ou pas, écrivain là-bas. Alors, on écrit, tu peux garder le micro, on écrit pour partager, tu as dit quelques amis, pour se décharger. Finalement, est-ce que à la publication du rendez-vous de l'horloge, est-ce que tu as des attentes particulières, des envies de rencontre avec un lectorat, ou est-ce que finalement, toi, tu écris, une fois qu'il est publié, tu es déjà autre chose et que ça ne fonctionne, enfin que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, tu te mets une barrière, un barrage, c'est vrai que ça fait plaisir. Si tu me dis demain que j'ai 1 million de lecteurs, je serais contente. Ça c'est sûr. Mais c'est pas mon but premier. Quand je m'en fiche, c'est pas ça. Le but n'est pas là. Et Thierry, le rapport au lecteur, oui, et moi au fait j'aime beaucoup rencontrer les lecteurs, discuter après de ce qu'ils en ont pensé. C'est comme ça qu'est né d'ailleurs le premier roman, en fait. C'est en demandant, rencontrant les lecteurs par rapport au premier texte, Fort intérieur, je leur demandais, tiens, au fond, quelle est, comme ça, si maintenant, là, je vous demande, une seule des petites histoires sur les 20, quelle est celle que vous avez préférée? Et il y en a une qui revenait un peu plus que les autres. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, et j'ai imaginé alors tout un roman autour de ça. Ça, c'était le précédent. Ok. Alors, on va un peu faire comme dans les débats politiques. J'ai lu du Thierry Wertz, donc pour rééquilibrer les temps de lecture, je vais lire du Anne-Michel et Ahmed. Sur l'enveloppe, il y a un nom d'expéditeur. Alors tu verras en fait en plus que moi j'ai un super collector. Regarde le livre. J'ai pas de lunettes. Ah bah en fait j'ai celui où au moment de l'impression, les marges ont sauté. Et donc tes pages veulent faire l'amour en fait, elles veulent s'entrelacer. C'est un truc de bibliophile, j'adore. Elles sont intenables. Alors, sur l'enveloppe, il y a un nom d'expéditeur, et c'est bien le nom de mon père, Zabat, Nour Zabat. Et sur l'enveloppe, c'est moi, c'est écrit Mira Zabat, il n'y a pas de doute. Je laisse quelque temps l'enveloppe devant moi, sur la table, je la contemple en laissant la tasse de café bien en évidence, comme si elle pouvait témoigner de la réalité. Les chats aussi sont conviés à venir voir le papier, et les perroquets souris bien sûr qui m'accompagnent toujours dans les moments difficiles, ils sont tous là. Moi devant la lettre, avec mon café et mes animaux, on attend. Le café refroidit. On a attendu jusqu'au soir, jusqu'à l'heure où à la lumière du jour décline quand le jardin se peuple d'ombre et qu'il est temps d'allumer les lampes. Alors, vous avez dit que, toi notamment Thierry, tu as dit que tu aimais bien l'échange avec les lecteurs. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a envie de poser une question à Thierry ou à Anne-Michel, qui a lu le livre, qui se dit mais pourquoi l'intervieweur n'a pas posé cette question? Il y a des questions.
Je crois qu'ils ont faim. Là, il y en a une, je vois. Non, mais la part du paysage dans notre livre, parce qu'on vit Pardon. on vit le vent, on vit ce climat particulier des bords des canaux et des champs. C'est très, très précis, très pictural en fait. Oui, c'est vrai que la On peinture, retrouve la peintre. la peinture tient une place énorme. Ah oui, j'aurais pu peindre ce que j'écris, évidemment. Voilà, c'est ça le Oui. lien entre. C'est très pictural. C'est très pictural. Ouais. Oui. Ouais. C'est vrai. Ouais. Mais les deux livres se prêtent très bien en fait à une adaptation cinématographique, hein, je veux dire. Oui, je pense. Parce que le tien, en plus, en termes aujourd'hui de réalisation, où on n'aime pas les trucs avec les grandes fresques historiques, ça coûte une blinde à produire. Et donc, on est dans une sorte de huis clos, mais où on n'a peut-être pas spécialement le même sentiment d'étouffement que chez Anne Michel, où finalement, tu l'as dit, hein, c'est baroque, il y a des perroquets, il y a des chats, il y a le vent, il y a tout ça. Mais d'un autre côté, on voit vraiment, moi j'ai vu des tableaux, et à partir même du moment où tu nommais Paul Delvaux, j'ai été revisiter sa très belle fondation cet été. Et voilà, et on se dit en fait effectivement que au minima, au-delà du texte papier, ça pourrait être agrémenté de quelques illustrations, mais que c'est vrai que ce sont des livres taillés pour l'image en fait. Hein. J'ai rencontré Paul Delvaux à Saint-Hildeswald et je l'ai remis dans mon roman. J'ai imaginé que je lui conseillais d'aller nager dans le canal parce que Paul Delvaux est un grand sportif et tous les matins il plongeait dans la mer du Nord, quel que soit le temps. Alors là je lui ai dit pour retrouver votre jeunesse parce qu'il était assez vieux, il commençait à perdre la vue, il était triste. Plonger dans le canal, ça vous rappellera de bons souvenirs. Faut en sortir un peu. Alors, si on plonge dans le canal, on pourrait attraper du poisson. Je pense qu'on commence à avoir tout doucement faim. Donc je vais vous remercier tous les deux, Anne-Michel Hamès et Thierry Wertz, d'être venus vous poser sur les tabourets. Dire que n'hésitez pas si vous souhaitez avoir les ouvrages. Ils sont là et vous aurez une dédicace bien évidemment. J'ai oublié de les prendre. Il peut y avoir des séances de rattrapage à la foire du livre, non? Si? Non, Pas de foire du livre? non. Peut-être au coup de grillé, je crois, oui. Mais pas la trace. Enfin, pas la trace malheureusement. Et donc voilà, vous remerciez. Et vous remerciez à vous d'être venus aussi. Donc merci beaucoup et bon appétit. Merci. Thank you.